TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMédia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission! Bonjour tout le monde, 2 février 2022. Cette semaine, on fait le point sur le budget de la ville de Gatineau. On va vous dire quels sont les points à retenir pour vous dans l'est de Gatineau. Également, une nouvelle œuvre d'art sera installée à Masson-Angers pour mettre en valeur l'histoire de ce secteur. Et on fait une mise à jour sur l'avenir de la boutique Les 121 Trésors. Alors, on commence avec les actualités. Bonjour Yannick. Bonjour. Yannick, la ville de Gatineau a adopté son budget cette année, un budget qui est assez différent des années précédentes. Tu vas nous aider à y voir plus clair. Tu vas nous aider aussi à voir ce qui touche particulièrement les secteurs de l'Est de Gatineau. Mais d'abord, là, quelles sont les grandes lignes de ce budget? Bien, c'est sûr que la donnée la plus intéressante que les gens veulent savoir, c'est la hausse de taxes. Donc, c'est 1,9 % pour cette année. C'est la seule hausse de taxes. Les gens vont s'en souvenir habituellement, il y a 1 % ou dans la dernière année, c'était 1,5 % pour une taxe dédiée aux infrastructures qui avait été ajoutée, ça fait quelques années, qui était une taxe pour améliorer les travaux d'infrastructure du côté de Gatineau. Donc, le nouveau conseil a décidé de ne pas aller de l'avant avec cette taxe dédiée aux infrastructures. Donc, c'est 1,9 % seulement pour ce qui est de la hausse de taxes. Par contre, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a tout ce qui est matière recyclable, matière résiduelle, là, qui a une ligne dans le compte de taxes. Donc, ça aussi, c'est augmenté. On parle quand même d'une augmentation de 7,72 $ par résidence pour les gens qui sont desservis par la ville là, pour le recyclage, le compostage et aussi les ordures. Donc, ça va permettre de payer certains frais additionnels, certains services additionnels qui sont prévus là, dans ce budget-là, associés spécialement à ces aspects de matière résiduelle-là. Donc, c'est ce qu'il y a de nouveau. Un nouvel élément aussi que les gens vont probablement apprécier, qui ne rentrera pas en vigueur cette année, mais en 2023, c'est l'étalement sur 4 paiements du compte de taxes. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Présentement, à Gatineau, on a le droit de payer notre compte de taxes en 2 versements. Certains voulaient avoir plus de versements. Il y a différentes méthodes. Il y a des versements tous les mois. Il y a 5, 6 versements. Donc, les élus ont accepté d'aller à 4 versements, mais seulement à partir de 2023. Alors ça, ce sont les grandes lignes du budget. Quels sont maintenant les points qui nous touchent ici dans les secteurs de l'Est de Gatineau, Yannick? Bien, il y a plusieurs investissements qui vont venir du côté de l'Est de Gatineau. Un des investissements qui a été souligné notamment par les 2 conseillers qui est important, c'est qu'on vient confirmer un montant de 100 000 $ pour le RGABL. L'année dernière, la Ville avait donné ce montant-là à cause de la pandémie pour aider le RGABL et les entreprises de la région. C'était un montant qui était pour une fois, mais le nouveau conseil a décidé de mettre ce montant-là année après année. Donc, toutes les associations de commerçants comme le RGABL vont recevoir 100 000 $. Et en plus, un autre élément, c'est qu'on va engager une personne du côté de ID Gatineau, qui est un organisme qui vient en aide au développement économique. Donc, il va y avoir une personne qui va être associée directement aux associations de gens d'affaires. Donc, ils vont travailler avec eux. Donc, cette personne-là va être dédiée à eux et ils vont aider à utiliser cet argent-là de la bonne façon. Donc, c'est un plus encore pour le développement commercial, notamment ici à Buckingham et à Masson-Angers. Donc, ça, c'est une des annonces. Un élément qui avait été ajouté l'année dernière, c'était l'écocentre mobile qu'il y avait du côté d'Elmer et du côté de Buckingham. Donc, la Ville se déplaçait à Buckingham, entre autres, pour venir rencontrer les gens pour qu'ils puissent déposer leurs choses qui vont à l'écocentre. Donc, c'est confirmé, ça va continuer et ça aussi, ça va être à chaque année, on va continuer avec cette mesure-là. Il y a une bonne nouvelle aussi pour Masson-Angers avec ce budget. Oui, bien, les citoyens de Masson-Angers, sur le compte de taxes, il y a toujours une taxe qui est ex-ville. Donc, quand il y a eu la fusion, on sait que les surplus et les déficits restaient aux ex-villes. Donc, à chaque année, les citoyens payent sur leur compte de taxes
un montant pour le déficit de l'ex-ville. Eh bien, du côté de Masson-Angers, il n'a plus cette année. Ça a été éliminé. C'est supposé d'être jusqu'en 2025, mais le montant a été retiré cette année parce qu'il ne restait pas un montant assez élevé. Donc, la ville l'a inclus dans le reste. Donc, il n'y a plus de taxe ex-ville pour Masson-Angers cette année. Et ça se prend bien un peu d'avance, pourquoi pas. Avec un budget, Yannick, on apprend aussi quels seront les investissements pour des projets majeurs dans les prochaines années, en particulier les 3 prochaines années pour la ville de Gatineau. Et dans ce plan d'investissement, il y a des nouveaux projets qui apparaissent. Par contre, il y a un projet important du secteur de Buckingham qui n'est pas là. Oui, bien, c'est les travaux de la rue Joseph. On sait qu'il vient d'avoir une phase de travaux à partir de l'avenue Buckingham jusqu'à Bélanger, mais il doit y avoir d'autres travaux qui vont emmener jusqu'à Belter. Donc, ces travaux-là étaient prévus dans les dernières années dans le plan d'investissement, mais cette année, on ne le retrouve pas. Le projet est présentement repoussé. On doit le reprogrammer pour différentes raisons, parce qu'on a des enjeux, notamment au niveau du chemin de fer. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de repousser le projet. Donc, présentement, il apparaît, mais il ne faut pas voir ça comme un élément qui fait que le projet n'est plus dans les plans. L'argent est toujours là, et d'ailleurs, Edmond Leclerc l'a rappelé, il s'en assure, l'argent est toujours là, c'est juste que présentement, vu qu'on a des négociations à faire avec la compagnie de chemin de fer, on doit attendre un peu avant d'aller d'avant avec le reste du projet. Donc, on parle d'au moins 1 an qui est repoussé au moins 1 an, mais ça pourrait être plus selon le temps que ça va prendre pour les négociations. OK, donc peut-être que ce projet n'apparaît pas maintenant, mais il ne faut pas trop s'en faire. Il y aura d'autres projets aussi qui auront des investissements dans l'est de Gatineau pour des artères importantes, là, notamment. Quels sont ces projets? Oui, il y a des projets qu'on retrouve principalement en 2023-2024 pour commencer le financement de ces projets-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se réaliser à ce moment-là, mais on va commencer à travailler là-dessus, notamment la rue Georges, on en entend beaucoup parler. Donc, la rue Georges fait partie des projets où il va y avoir certains investissements. L'avenue de Buckingham, c'est un nouveau projet qui s'est ajouté sur la liste. Donc, des travaux qui sont prévus sur une partie de l'avenue Buckingham. La rue de l'Or, qui était déjà prévue, est déjà là. Laurentide aussi, du côté de Masson-Angers, ça continue de ce côté-là. Donc, ça, c'est les endroits majeurs où il y a des projets qui s'en viennent. Il y a aussi quelques rues un peu plus de quartier où il va y avoir des travaux. Donc, une série de rues là, où il va y avoir des investissements dans les 3 prochaines années. Yannick, on va sortir de Gatineau. Maintenant, on va parler d'enfance et de soutien social parce que la MRC Papineau va avoir son centre de pédiatrie sociale. Oui, puis ça fait longtemps qu'on en parle. La MRC travaille depuis un bon moment pour faire ce projet-là. C'est un centre, ceux qui connaissent un peu, ça vient avec la fondation du docteur Julien. Donc, c'est une nouvelle façon de regarder le développement de l'enfance. On veut travailler autant la santé que le social et le juridique. Donc, c'est un projet qui tient beaucoup à cœur la MRC de Papineau parce qu'on sait qu'il y a des enjeux du côté de la pauvreté dans plusieurs régions de la MRC de Papineau. Donc, on veut aider les enfants à avoir un beau départ et pouvoir devenir des personnes qui vont cheminer fortement dans la MRC. Yannick, on sait que ce centre pourra accueillir environ 70 enfants. Au départ, ce sera situé à Saint-André-Avelin, dans l'ancienne bâtisse du Salon de quilles, le Dallo. Et il y aura des impacts certainement positifs sur la communauté. Par contre, est-ce qu'il y a des enjeux reliés à l'implantation de ce centre de pédiatrie sociale? Oui, bien, l'enjeu principal va être le transport. C'est un service de proximité à la base, un centre de pédiatrie sociale. Et la volonté de la MRC de Papineau, c'est d'offrir le service à plusieurs municipalités autour de Saint-André-Avelin. Et on sait que ce n'est pas toujours facile de se déplacer dans ces endroits-là. Donc, oui, le transport va être un enjeu. On travaille déjà là-dessus. On tente de trouver les façons pour s'assurer que les jeunes puissent venir au centre et participer aux activités, parce que c'est ça la base. S'ils ne viennent pas, ils ne peuvent pas profiter de ce centre-là. Oui, on sait que le territoire de la MRC Papineau est grand, alors on ne veut pas que ce soit seulement les citoyens de Saint-André-Avelin qui profitent de ce service. Alors, souhaitons qu'il y aura une solution pour ce transport. Autre bonne nouvelle, Yannick, à Masson-Angers, il y aura une nouvelle œuvre d'art d'installer.
Oui, ben c'est un nouveau programme que la Ville de Gatineau avait lancé dans le dernier mandat pour faire des œuvres d'art dans les 5 secteurs de la ville. Et c'est Masson-Angers qui va recevoir la première. Donc, l'œuvre choisie va s'appeler l'effeuilleuse de Mica. Donc, ça va rendre hommage aux anciennes travailleuses du Mica qui avaient à Masson-Angers. C'est un élément qu'on connaît un peu moins de ce secteur-là, mais il y avait des travailleuses du Mica donc qui effeuillaient le Mica pour faire de l'isolant électrique. Donc, l'œuvre va rendre hommage à ces femmes-là. Ça va être à la bibliothèque Manise Morin, probablement d'ici la fin de l'été qu'on va pouvoir voir ça. Oui, le mica qui est en fait un minéral, hein, et cette œuvre d'art, oui, il y a l'aspect visuel, bien sûr, mais en plus, il y aura un aspect auditif. Oui, bien, c'est un élément de plus qu'on ajoute. On ne sait pas encore exactement comment ça va se faire. On regarde encore les possibilités, mais on veut mettre le son que faisaient les effeuilleuses en prenant le mica. Donc, on veut que les gens puissent entendre ça. Est-ce que ça va être par une application? Est-ce que ça va être à l'intérieur de la bibliothèque? On ne sait pas encore, mais c'est un élément qui va être ajouté à l'œuvre d'art. Alors, on a hâte de voir cette œuvre d'art, voir comment elle apparaîtra, sous quelle forme. Yannick, merci. Merci beaucoup. À bientôt. En janvier dernier, dans le journal Les Deux-Vallées, il y a eu un petit encadré qui est apparu pour nous dire que l'organisme La Boutique Les 121 Trésors avait l'intention d'être dissous. Et à première vue, comme ça, pour les lecteurs, on pouvait avoir l'impression que la boutique Les 121 Trésors, cette boutique de vêtements, allait fermer. Mais ce n'est pas tout à fait ça qui va se passer. On va faire le point sur cette situation avec deux personnes bien impliquées dans ce projet de l'avenue Lépine dans le secteur Buckingham. D'abord, j'ai avec moi le directeur de la formation générale aux adultes au Centre de services scolaires au cœur des Vallées, Jean Beauchamp. Bonjour. Bonjour. Et j'ai avec moi aussi la responsable de la boutique Les 121 Trésors, Nathalie Lambert. Bonjour. Bonjour. J'aimerais commencer d'abord pour faire un petit rappel de ce que c'est ce projet de boutique Les 121 Trésors. Nathalie Lambert, vous y travaillez à tous les jours. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit pour ceux qui ne connaissent pas la boutique? Premièrement, c'est une boutique seconde main, donc une friperie, mais un peu plus de luxe, dans une école. Donc, nous, on a des élèves en formation générale adulte, mais des personnes avec des besoins particuliers qui suivent une formation dans l'école avec plusieurs ateliers, mais qui viennent aussi apprendre le service à la clientèle au niveau de la boutique pour être réinsérés dans la communauté, pour pouvoir avoir des travails et tout ça. Bien sûr. Et c'est donc une boutique qui est affiliée au Centre de services scolaires au cœur des Vallées. C'est une boutique qui a démarré en 2016. Et alors, on va y venir à cette question. Est-ce que cette boutique fermera ou pas? Jean Beauchamp, qu'est-ce que ça voulait dire, cet encadré dans le journal Les Deux-Vallées? En fait, la boutique, non, ne fermera pas, surtout pas. Donc, c'est une des belles réussites. C'est ce qui distingue d'ailleurs beaucoup la place 121, le centre de formation générale des adultes là, qui est sur l'avenue Lépine. En fait, l'encadré qu'on a vu dans le journal des Deux-Vallées était strictement pour la fermeture de l'organisme qui a été créé en 2016. Donc, on pourrait dire un organisme à but non lucratif, là, et puis pour lequel il y a un numéro au registraire des entreprises. Et donc, lorsqu'on décide de dissoudre un organisme comme celui-là, ça fait partie du processus que d'afficher dans un journal local l'intention de dissolution. Puis ensuite, s'ensuit l'ensemble des démarches. Puis là, on est dans ce processus-là. Donc, on devait afficher en janvier. On a eu le dernier CA la semaine passée, lundi, si je ne me trompe pas, le 17, où Mme Lambert est là également. Puis là, maintenant, il faut envoyer l'ensemble des formulaires, etc., pour fermer l'organisme. Donc, c'était vraiment l'intention de ce petit encadré-là et pas du tout de fermer la boutique. Je comprends, mais pourquoi donc fermer l'organisme? Comment ça fonctionne que dans le fond, la boutique puisse continuer même si l'organisme ferme et dissout? Oui. En fait, l'organisme comme tel qui a été créé en 2016 a été créé beaucoup pour aller chercher, entre autres, des subventions, pour engager aussi des personnes pour lesquelles il n'y avait pas de catégorie d'emploi au sein du centre de service.
Donc, ça, c'est comme à la base, par exemple, aller chercher une subvention pour un étudiant à l'été pendant que notre centre demeure ouvert, mais que nos enseignants sont en vacances, ou certains de nos membres du personnel. Fait que ça, c'était un des objectifs. Et puis, si vous cherchez dans le plan de classification, par exemple, dans le domaine de l'éducation, responsable de boutique ou vendeur, vendeuse, mais ça n'existe pas. Vous allez trouver des titres comme technicien en éducation spécialisée, enseignant, vous allez trouver cuisinière, concierge, mais vous ne trouverez pas ce genre d'emploi qui était créé. Alors, au départ, c'était de créer ces emplois-là, puis de les payer via l'organisme. Donc, sauf que suite à... Je vous dirais, ça doit faire puis là, Nathalie pourra me corriger, mais ça doit faire au moins 2 ans, peut-être presque 3. Presque 3. Oui, que le centre de services ont décidé de rapatrier ces emplois-là, donc les employés, et de les payer via le centre de services en créant des emplois qu'on appelle non recensés. C'était une possibilité qu'on avait, qu'on ne connaissait pas. Donc, ils nous ont proposé ça. Fait qu'en ayant des employés qui sont maintenant payés par le centre de services, avec le besoin inexistant maintenant là, d'aller chercher des subventions supplémentaires parce qu'on est beaucoup plus autonome, à ce moment-là, l'existence de l'organisme, là, ça n'avait plus sa raison d'être. C'est la raison pour laquelle là, le processus s'est enclenché pour dissoudre l'organisme. OK, donc maintenant, ce sera complètement sous le toit, vraiment du centre de services scolaires au cœur des vallées. Uniquement, tout le processus administratif va se faire sous la main du centre de services scolaires. Mais est-ce que les prix vont changer? Là, vous dites qu'il n'y a plus nécessairement de besoin d'aller chercher de subventions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va payer une note ici ou non? Là? Non, pas du tout. OK. Non, les prix ne changeront pas, puis les prix c'est vraiment abordable. Là. Bien sûr. Je pense que vous avez déjà... Oui. Un petit peu marcher la boutique, puis vous savez un petit peu les produits, puis vous connaissez aussi les goûts de Nathalie, puis elle sait, disons, elle met la barre haute sur ce qu'elle veut dans sa boutique, puis ça c'est une de nos forces parce que les gens sont impressionnés quand ils rentrent pour la première fois, puis c'est pour ça qu'ils rentrent une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Fait que non, il n'y aura pas d'augmentation des prix. Nathalie, d'ailleurs, ça a été quoi la réaction des gens là, quand les gens pensaient que la boutique allait fermer? Bien, c'est sûr que les gens étaient comme très déçus, mais j'ai tout de suite réassuré tous ces gens-là en expliquant justement ce que M. Beauchamp vient de vous expliquer, que c'est juste un mot, dans le fond, c'est une dissolution. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que, comme je vous dis, on est dans le processus, ça fait déjà pratiquement presque 3 ans qu'on est affilié carrément avec la commission scolaire. Les prix n'ont pas changé, au contraire, les prix, on les a maintenus pour pouvoir que monsieur et madame tout le monde puissent venir à la boutique. Toujours en gardant un créneau, par contre, de plus haut de gamme au niveau des accessoires et des vêtements qu'on peut retrouver en boutique. Et chose à mentionner aussi, c'est qu'il y a une salle de tri où tout est vraiment trié, lavé, séché, défroissé avant de se retrouver à la boutique. Fait que les gens, quand ils arrivent, ça a l'air pratiquement neuf pour tous les vêtements. Et on a beaucoup de vêtements avec les étiquettes neuves aussi. Et depuis, je vous dirais, 2 ans, avec ce qu'on vit au niveau de la COVID, il y a un engouement très fort pour les boutiques de seconde main parce que tout a beaucoup augmenté, mais les friperies restent quand même abordables et on peut trouver plein de beaux vêtements pour s'habiller, ne serait-ce que pour une soirée, pour un repas ou même pour aller travailler aussi. Donc, alors, ça se passe bien malgré la pandémie, les ventes et les élèves ont pu continuer à se rendre aussi pour apprendre? Bien sûr, mais oui, c'est notre vocation. On est là pour les élèves au départ, puis après ça, pour notre clientèle. Oui. Bien, Jean Beauchamp, Nathalie Lambert, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous sur cette non-fermeture de la boutique Les 121 Trésors. Merci à vous. Et je vous invite à aller la voir, bien sûr, cette boutique, si ce n'est pas encore fait, sur l'avenue Lépine dans le secteur Buckingham. Pour terminer l'émission, on s'en va rejoindre Jessie Laflamme. Bonjour. Bonjour, Floralie. Ça fait ça fait plus d'1 mois, en fait, qu'on s'est vu, je pense. Ça fait longtemps. Ça me fait plaisir de te revoir. Ah, moi aussi, quel plaisir de te retrouver. Et tu vas nous parler encore une fois de la petite nation et de ce qu'il y a à faire. Et cette semaine, plus particulièrement, tu nous envoies promener, littéralement.
Tout à fait. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui, en fait, je vous envoie promener par l'entremise de 5 promenades et j'ai envie cette semaine de vous partager 2 attraits par promenade. Donc, d'entrée de jeu, allons-y vers la promenade culturelle. Le Centre d'action culturelle propose à Montebello une exposition, le Carnaval des animaux, qui se déroule du 22 janvier au 27 février, puis qui met de l'avant des animaux, mais créé par 9 artistes différents qui utilisent évidemment des médiums différents. Donc, il y aura du bois, de l'argile, poterie, céramique. Pour y aller souvent au Centre d'action culturelle, je n'ai jamais été déçue par une exposition. J'ai très hâte de découvrir celle-là. Est-ce qu'on peut acheter des choses ou c'est vraiment juste une exposition? Non, on peut toujours acheter des choses. Puis, en plus, il y a la boutique La Founerie qui est sur place. Donc, belle occasion, justement, de se gâter un peu en cette période froide. Et pour le deuxième attrait de la promenade culturelle, bien, c'est le bronze de Guy Lafleur à Tourceau, qui est situé devant l'hôtel de ville d'une hauteur de 2,5 mètres, qui a été créé par l'artiste Jean-Raymond Goyer. Et le soir, il est illuminé. Donc, pourquoi pas aller prendre un petit selfie avec le célèbre démon blond numéro 10 des Canadiens de Montréal, Guy Lafleur. Oui, il y a aussi une promenade gourmande que tu veux nous suggérer. Et ça tombe bien parce qu'il y a un mois sans alcool là, au mois de février. Oui, tout à fait. Mais là, c'est un peu... Dans le fond, c'est au choix, finalement, parce que le premier attrait auquel je voulais vous parler, c'est les brasseurs de Montebello. Et la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est parce qu'ils ont sorti justement une bière spéciale la semaine dernière, donc la Loup-garou de Duhamel, qui est inspirée d'une œuvre de Christian Quesnel, le BDiste. Son œuvre, c'est Vengeance primitive, qui, elle, a été inspirée d'un auteur, d'une légende de l'auteur Luvigny de Montigny, créé en 1898, donc c'est quand même assez vieux, qui mettait, c'était l'histoire d'un trappeur qui est poursuivi par une créature étrange au nord de la petite nation. Donc, les brasseurs se sont inspirés de ces 2 récits, dans le fond, pour créer une Scotch Ale de 8,7 %. Donc, il ne faut pas trop en prendre, ou en tout cas, pas trop rapidement parce que c'est quand même, ça rentre dedans, si on peut dire. Ou on se la partage là, entre nous. Oui, c'est un peu ça. Et c'est vraiment une bière là, parfaite pour l'hiver, goût caramel un peu, très bonne. J'ai eu la chance d'y goûter. Et les brasseurs de Montebello, c'est le mois défi sans alcool, le mois de février, 28 jours sans alcool. Bien, eux, ce qu'ils proposent, c'est 28 jours de microbrasserie. Donc, au choix. Deuxième attrait, à la base, je voulais vous en parler parce qu'ils proposent plusieurs produits locaux et c'est le Brasse Camarade à Saint-André-Avelin. On reste dans la boisson, mais ils proposent plusieurs autres produits, dont des savons de la Flâneuse, les produits d'érable de François Lambert, des vins, des cidres, en fait, du croque-pomme. Mais là, eux ont décidé, il faut le faire, c'est une microbrasserie. C'est des vendeurs de microbrasserie. Eux ont décidé de faire le défi sans alcool, les 2 propriétaires, donc Véro et Fred. Sauf qu'évidemment, ce qu'ils proposent, c'est des bières sans alcool. Donc là, vous avez le choix. Soit vous y allez avec les bières sans alcool ou vous y allez avec les bières de microbrasserie. On a 2 entreprises là, de la promenade gourmande qui vous offrent cette option. Mais qu'est-ce qu'ils offrent exactement aux Brasses Camarades? Je veux juste bien comprendre les bières qu'ils offrent sans alcool. On les achète à la pièce? Non, en fait, bon point, Floralie. C'est un petit détail que j'avais oublié de dire, mais en fait, il y a vraiment déjà un paquet de 28 bières, donc 1 par jour, un peu le calendrier de l'Avent, mais cette fois-ci, c'est le défi sans alcool, à un prix là, avantageux justement pour vivre le défi avec Véro et Fred. Donc, c'est tout préparé, il suffit juste de l'acheter, puis quantité limitée. Clé en main. Puis je reviendrai aussi aux brasseurs de Montebello. Oui. Il n'y a pas une usine aussi qui s'en vient pour eux? On ne vient pas d'apprendre ça aussi? Tout à fait, oui, effectivement. Pour l'instant, ils produisent 100 000 litres par jour pas par jour, mais par année plutôt. Ça serait bien trop le fun par jour. Mais et leur but, c'est vraiment de doubler. Ils veulent faire un salon de dégustation aussi. Donc, des gros projets là, à venir là, pour les brasseurs de Montebello. Là, on peut les suivre de près. Là. Alors, tout ça, c'est pour la promenade gourmande. Promenade bucolique maintenant. Ça existe, ça, en Petite Nation? Oh oui, en fait, tout est bucolique. Hein? Tous les attraits en Petite Nation sont bucoliques. Mais j'avais envie de parler du spa, le Fermont, le Château Montebello, parce que en cette période froide, difficile parfois, pourquoi ne pas s'offrir un bon soin corporel et surtout, pourquoi ne pas se réchauffer au bord du feu? Le foyer du Château Montebello, c'est carrément un incontournable. Et c'est 6 faces de foyer d'une hauteur de 3 étages. Donc,
dès qu'on rentre au Fermont, au Château Montebello, ça nous donne envie de s'asseoir, siroter un petit quelque chose et de relaxer, en plus d'avoir des soins. Et pour le deuxième, on change un peu de créneau, mais on reste dans le bucolique, c'est le parc des Montagnes Noires de Ripon. La vue est totalement extraordinaire et on a 2 options pour l'observer, soit du haut du belvédère qui a été reconstruit il ne fait pas longtemps, ou sinon la tour d'observation de 12 mètres. Donc, pour des vues à couper le souffle, c'est du côté du parc des Montagnes Noires de Ripon. Oui, puis ça aussi, c'est un peu sauvage quand même. Oui, là. Tout à fait. Le parc des Montagnes Noires, mais tu as encore quelque chose d'encore plus sauvage à nous proposer. Là. Promenade sauvage, qu'est-ce que tu as? Oui, promenade sauvage, c'est tout ce qui met la faune et la flore en vedette. Et donc, le parc Oméga reste un incontournable, c'est certain. On peut y voir des renards arctiques, des loups, des wapitis, bref, une panoplie d'animaux, mini-ferme aussi qui est ouverte l'hiver maintenant. Mais surtout, pour cette première année, ils offrent du traîneau à chiens, moyennant des coûts supplémentaires. Et descente sur tube également. Les fans de patin vont pouvoir pratiquer le patin aussi. Donc, belle sortie là, du côté du parc Oméga pour les amoureux de la faune. Et le centre touristique du Lac-Simon. Oui, le centre touristique, là, on va avec la pêche blanche. C'est au lac de la Ferme, donc à 2 km du village de Duhamel, donc on s'en va carrément au nord. On peut y pêcher l'ombre de fontaine, aussi appelée la truite mouchetée. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça du tout, mais qui aimeraient s'initier, bien justement, le centre touristique du Lac-Simon offre un forfait clé en main, donc fournit tout l'équipement nécessaire, même les chocolats chauds au retour. Donc, une activité à découvrir là, dans la région. Puis en terminant, tu nous envoies promener pour faire du sport. Ben oui, mais tu sais, je vous ai déjà parlé de centre touristique, parc des Montagnes. On peut pratiquer du sport là aussi, mais j'ai envie de vous parler du marathon canadien de ski parce que c'est un événement, une tradition dans notre secteur. Malheureusement, oui et non. Pour une deuxième année, ça sera en virtuel, mais au moins, ça se fait quand même. Et le principe, c'est que du 5 février au 20 mars, on skie où on veut, avec qui on veut. Séance d'information le 3 février. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook du Marathon canadien de ski pour avoir toutes les informations. Et il y a aussi un sentier de raquettes qu'on peut utiliser à Saint-Émile-de-Suffolk, en plein cœur du village. Ça aussi, c'était une autre suggestion pour cette promenade sportive que tu as pour nous. Tout à fait. Jessie Laflamme, merci beaucoup. Merci à toi. Toujours un plaisir d'avoir de ces idées pour aller dans la petite nation et découvrir ce beau territoire. Je vous remercie d'avoir été là, tout le monde, pour cette autre édition de TVC Info. TVC Info Weekend sera dès ce vendredi. À bientôt.